Nous allons parler dans ce deuxième chapitre des technologies des réseaux d'opérateurs. On va présenter beaucoup plus l'ossature de base des réseaux d'opérateurs qui est composée de trois anneaux essentiels et on va les détailler par rapport à leur fonctionnement ou chaque fonctionnement à part. Alors, les réseaux d'opérateurs, ce sont des infrastructures d'un réseau qui peut être décrit en trois essentiels ou trois couches essentielles. Des réseaux appelés des réseaux de transport, qui sont des réseaux qui regroupent énormément d'échelles ou énormément de réseaux à titre national. On a aussi les réseaux de collecte, qui sont des réseaux plus ou moins grands par rapport aux réseaux de transport. Et enfin, on a les réseaux d'accès, qui sont directement liés aux abonnés. Et chaque anneau, bien sûr, va passer le relais vers le réseau qui va suivre. Alors, voici une représentation. Et puis, chaque réseau aura une échelle bien définie. Si on aura le réseau de transport, on parle d'une échelle mondiale, entre pays, entre régions. Si on est sur le réseau de collecte, on est sur tout ce qui est ville, département ou région. Par exemple, est, ouest, ouest. Est-ouest, par exemple, nord ou sud, ou bien des villes. Et si on arrive au réseau d'accès, ça parle de quartiers ou de villages, de communes. Et là, on va directement être connecté à la voie. À signaler ici que ces réseaux d'opérateurs vont offrir énormément de services, partant de la téléphonie classique, la téléphonie mobile, bien sûr la connexion Internet, est beaucoup plus évoluée si on va... Bon, ici en Algérie, on n'a pas ces technologies, mais dans les pays un peu développés, on a d'autres générations, on va vous offrir énormément de services, les vidéos à demande. Vous avez par exemple les réseaux par rapport aux chaînes de télévision. On a des services, par exemple, dans la cinquième génération, des services de commande, par exemple, des maisons intelligentes, et énormément de services. Bien sûr, ici en Algérie, on n'a pas ces services. On a uniquement les services liés à la téléphonie et aussi aux connexions Internet. Mais les réseaux d'opérateurs actuellement offrent plus de services par rapport aux services classiques qui sont la téléphonie et les réseaux de connexion ou bien le partage de données sous forme de connexion Internet. Alors, on va détailler chacun de ces réseaux. On aura toujours cette liaison sous forme d'étoile qu'on a évoquée dans le chapitre précédent. Et on aura cette structure en étoile qui va nous lier, bien sûr, que ce soit le réseau de transport ou le réseau de collecte. On aura toujours cette liaison sous la forme de topologie en étoile. Alors, voici quelques remarques essentielles par rapport à ces réseaux d'opérateurs. On va voir une liaison qui peut être filaire, soit en utilisant les fibres optiques, soit en utilisant les fils en cuivre ou bien la fibre optique, ou bien on peut avoir des liaisons hertziennes en utilisant tout ce qui est en rapport avec les satellites ou les émetteurs terrestres. Bien sûr, si on va utiliser les satellites, on va avoir une fiabilité beaucoup plus importante que l'utilisation des fils en cuivre ou bien de la fibre optique, mais certainement on va avoir un coût qui va augmenter pour le transfert des données et aussi pour les communications téléphoniques. Alors, pour les liaisons filaires, ils sont obligatoirement point-point, tandis que les liaisons hertziennes, ils peuvent être soit point-point ou bien multipoint. Et là, on rentre dans les techniques de télécommunication et la façon de faire la liaison entre les nœuds. Si on est sur une liaison filaire, on est obligé de faire du point-point. Sinon, si je suis sur une liaison hertzienne, j'ai le choix de faire soit du point-point ou bien du multipoint. Alors, il y a lieu aussi de signaler que les opérateurs
vont louer des liaisons entre eux. Parce qu'il n'y a pas un opérateur qui va monopoliser tout le marché ou tous les pays. Si on prend l'exemple de l'Algérie, par exemple, on a 3 opérateurs qui vont se diviser le terrain. C'est-à-dire qu'on n'aura pas un opérateur qui va dominer, mais on aura un opérateur ou ces 3 opérateurs qui vont partager le marché entre eux et ils vont aussi avoir des permissions de construire des BTS et aussi des permissions de faire des stations d'émission par rapport à la zone géographique. Et là, ces opérateurs doivent louer leur liaison entre eux. C'est-à-dire, si on prend un exemple très simple, si on est par exemple sur une connexion ou un opérateur qui est dominant, par exemple, je suis sur cette zone géographique et je vais la diviser par exemple en 3 parties. Là, je vais avoir le premier opérateur, là, le deuxième, et là, c'est le troisième. C'est-à-dire quoi, le deuxième ou le troisième? C'est celui qui va avoir la permission d'installer son matériel et ses infrastructures dans cette zone. Bien sûr, ce partage va être être selon les permissions délivrées par l'État. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une technique générale pour diviser entre les opérateurs. Mais bon, on a des opérateurs qui sont installés dans cette zone géographique, qui sont divisés en 3. Et puis, si le premier opérateur va installer ses infrastructures ici, il aura aussi, pour le deuxième par exemple, ou le troisième, pour qu'un opérateur ou un abonné, pardon, du deuxième opérateur qui va se déplacer dans cette zone, alors le deuxième opérateur doit louer des infrastructures par rapport à l'opérateur 1. Et vice-versa. Si un abonné du premier opérateur va se déplacer dans la zone du deuxième opérateur, alors le premier opérateur sera obligé aussi de louer les infrastructures du deuxième opérateur. Et ce sont des règles définies pour ne pas monopoliser tout le marché. On aura des opérateurs qui sont un peu dispatchés l'un par rapport à l'autre. Et ils vont se diviser, bien sûr, la zone géographique et ils vont louer mutuellement les liaisons entre eux selon un protocole bien défini et des conventions bien définies, parce que c'est l'État qui va les départager. Alors, toute construction d'infrastructures par rapport à ces opérateurs est soumise à des autorisations administratives qui sont délivrées par l'État. Et bien sûr aussi le lancement des satellites et l'établissement des fréquences hertziennes. On est toujours sur des autorisations par rapport à l'État qui va offrir à ces opérateurs la possibilité soit de construire des infrastructures ou bien de lancer des satellites et autres. Alors, au niveau international, on aura la même chose, mais au lieu d'avoir l'État qui va gérer ces infrastructures, on va avoir des organismes internationaux, comme par exemple International Telecommunication Union, qui est affilié à l'ONU, qui va gérer ces opérateurs et qui aura la possibilité de départager entre les opérateurs. Et là, on va avoir aussi cette notion, ou la notion de roaming. La notion de roaming, c'est une notion de partage d'informations qui va permettre à un abonné qui va se déplacer d'un opérateur vers un autre. Alors, les opérateurs utilisent en général des réseaux à haut débit pour faire le transfert ou pour transporter les données. Et ces données peuvent être de différentes natures et ils vont utiliser certainement des débits qui sont qui sont très élevés pour satisfaire leurs abonnés. Aussi, ils vont utiliser la fibre optique tant qu'ils peuvent. Bon, ils ne vont pas certainement avoir leur propre
réseau à base de fibre optique, mais souvent ils vont certainement le louer par rapport à un autre opérateur, comme on a évoqué dans le diapo précédent. Alors, à partir de ces liaisons qui leur appartiennent ou qu'ils vont louer, les opérateurs vont créer un ou plusieurs réseaux d'interconnexion avec des propres sites liés à cet opérateur. Alors, bien sûr, ces liaisons vont à la fin se terminer par un ensemble de multiplexeurs et de commutateurs. Parce que le principe de multiplexage et de commutation sert à regrouper énormément d'abonnés sur une même ligne ou même canal de transmission. Bien sûr, cela est effectué pour avoir une économie en matière de, de canaux de transmission et aussi en matière de faisabilité commerciale parce que euh, on n'aura pas pour chaque abonné son propre canal de transmission. Sinon, l'opérateur ne va pas bénéficier, bien sûr, des revenus de ces opérations. Et pour cela, on aura des multiplexeurs de trois types, qu'on va les évoquer un peu plus tard dans ce chapitre, afin d'économiser en matière de canaux de transmission. Alors, on va aller directement vers le détail de ces réseaux. En commençant par le premier anneau qui est le réseau de transport, qui est appelé, autrement appelé le réseau d'infrastructure. Son support physique, c'est les fibres optiques, parce que c'est la plus performante, c'est le support de transmission le plus performant. Et là, dans ces réseaux, on va utiliser deux technologies dominantes pour faire le transfert des données. On va les détailler dans le chapitre suivant, qui sont le SDH ou la technique SDH et aussi la technique WDM avec ses variantes CWDM et DWDM. On aura à utiliser des débits qui vont être supérieurs à 150 mégabits par seconde. Alors on est sur un réseau gigantesque. C'est pour cela qu'on va l'appeler un réseau d'infrastructure basé sur la fibre optique partout. Alors voici un petit rappel sur les types de la fibre. Certainement vous avez évoqué cela dans les modules que vous avez eus qui parlent de tout ce qui est transport optique. Mais à titre de rappel, il y a des fibres multimodes à d'indice qui auront une fréquence qui avoisine les 100 MHz sur un seul kilomètre. Il y a aussi un autre type qui est le multimode de radio d'indice avec une fréquence qui peut atteindre les 1 GHz sur un kilomètre. Et la plus puissante, c'est la fibre monomode avec une fréquence qui peut atteindre les 100 GHz jusqu'à 25 THz sur un kilomètre. Alors, voici aussi les techniques par rapport au transport de données. La technique WDM, c'est Wavelength Division Multiplexing, et en français, c'est le multiplexage en utilisant la longueur d'onde. Et là, on va utiliser un signal de type lumineux, et ce signal de type lumineux aura une longueur d'onde qu'elle va être propagée sur le canal de transmission et guidée par cette fibre optique. Et on va avoir jusqu'à 1000 longueurs d'onde sur une seule fibre optique. Alors, si on parle débit, on peut avoisiner jusqu'à 40 terabits par seconde si on utilise la technique UDWD. Ultra dense WDM, on peut avoir des longueurs d'onde qui avoisinent les 1022 longueurs d'onde dans une seule fibre optique, et on peut avoir un débit potentiel qui peut atteindre les 40 Tera par seconde. C'est énorme en matière de débit, et ça va engendrer ou ça va permettre
à ces opérateurs d'offrir énormément de services et énormément de technologies, notamment les technologies de la 5e génération et la 6e, qui supposent que tout objet peut être connecté. On parle d'un terme qui s'appelle Internet of Things, c'est-à-dire l'Internet de l'objet ou les réseaux d'objets, où tout objet peut être connectable et peut être commandé à distance en utilisant bien sûr ces techniques et ces débits qui sont énormes, qui peuvent atteindre les 40 Tera par seconde. Alors, si on revient sur le multiplexage, qui peut être de trois types, soit le multiplexage fréquentiel ou le multiplexage spatial, ou aussi le multiplexage à longueur d'onde, qui est le multiplexage, lumineux. Alors, on va avoir toujours le même principe en matière de multiplexage. Si je prends le cas du multiplexage fréquentiel, on va diviser, bien sûr, on va faire le transfert ou la conversion du signal, qui est à l'origine un signal temporel. On va le transformer ou faire la conversion vers un signal fréquentiel, et puis on va faire une juxtaposition par rapport aux fréquences des signaux, c'est-à-dire on va faire un décalage des signaux, et on va allouer pour chaque signal un intervalle de fréquence ou bien un, un intervalle bien spécifique de fréquence où on va superposer ou bien mettre le signal et superposer énormément de signaux à la fois et obtenir, bien sûr, et faire le transfert de ces signaux à la fois. Alors, si je prends le cas du multiplexage temporel, alors on va utiliser ce qu'on appelle la notion d'intervalle de temps, ou IT. Alors, dans cet intervalle de temps, on va diviser les signaux en petits morceaux et puis on va élaborer ou faire une combinaison entre ces signaux. Cette combinaison doit être définie auparavant. Par exemple, ici, on va commencer, si on est par exemple sur le signal 1, le signal 2 et le signal 3, on va diviser les signaux en petits morceaux selon un intervalle de temps fixe. Vous allez remarquer ici que l'intervalle de temps, il est fixe pour une simple raison d'éviter le décalage à la réception. Parce qu'à la réception, on doit faire l'opération inverse, c'est le démultiplexage. Alors, on va avoir un intervalle de temps qui sera fixe, et puis on va avoir une combinaison par rapport à ces signaux. On commence par le troisième, par exemple, signal, le deuxième, puis le premier, etc. 3, 2, 1 à chaque fois, et cette configuration ou cette combinaison restera toujours constante dans toute la phase de transmission. C'est-à-dire, on va avoir une transmission qui sera toujours fixe par rapport à ce qu'on va émettre en matière de signes. Alors aussi, une petite application, un petit exercice que vous pouvez le visionner qui parle de la bande de fréquence et vous avez aussi la solution qui va avec. Alors, on arrive à terme de cette première partie de ce chapitre. Dans la deuxième partie, on va évoquer les